Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ici tout va bien, ici tout va bien. Donc si je fais ça par exemple, alors on va dire par exemple, on va voir de quoi il s'agit. Donc on va voir, attendez. Bonsoir. Ok. D'accord, donc je vais faire ça comme ça, je vais mieux voir. Bonsoir Louise, Alexandra, bonsoir, Nouria, bonsoir. Donc voilà, nous avons réussi à nous réunir de nouveau. Et pour continuer, c'est découvertes de Freud qui sont toujours à l'ordre du jour. Donc aujourd'hui, vous savez par quoi nous allons commencer. Donc nous allons voir bonsoir Jean-Loup, nous allons voir, et pour initier ce cours d'introduction à la psychanalyse, nous allons voir ce qu'on appelle, ce que Freud appelle, et les résistances à la psychanalyse. Bonsoir Sylvie, bonsoir Marie, et les résistances à la psychanalyse. Puisque c'est quelque chose, on va voir, qui touche absolument tout le monde. Donc c'est pour commencer, on va dire bonsoir Laurent, pour commencer avec un sujet où vraiment nous allons parler de tout le monde. De tout le monde. C'est-à-dire que tous les gens qui, d'une façon ou d'une autre, sont en relation avec la psychanalyse, patients, professionnels, les amants fervents, on va dire, ou les opposants virulents, et nous avons tous un point commun. On va dire un point commun, et c'est, bonsoir Fernande, c'est que notre point commun, c'est que nous résistons tous autant que nous sommes, que tous nous résistons à la psychanalyse, au travail que propose la psychanalyse. Donc nous nous opposons à ça. Donc nous allons voir un petit peu pourquoi, parce qu'en général, c'est assez facile de voir que c'est ce qui arrive. Non, face à la psychanalyse, il y a toujours une tentative de vouloir la contredire, de vouloir dire non, mais il y a une autre façon de voir, de s'opposer à ce que va nous présenter la psychanalyse. Donc Freud, il y a un texte d'ailleurs qui s'appelle Les résistances à la psychanalyse, où Freud il va nous parler il va nous donner des cas. Non, il dit par exemple, on va voir avec le petit enfant, le bébé qui est dans les bras de sa mère, ou le petit enfant qui est dans les bras de sa mère et qui tout d'un coup va commencer à pleurer dès qu'il va voir un visage étranger, un visage qu'il ne connaît pas. Il va nous parler aussi de ce paysan qui a des difficultés à acheter, à accepter qu'il va lui convenir d'acheter de nouvelles machines pour sa récolte et sa production. Et de la même façon, il y a celui qui a sa boutique dans le centre-ville et qui a des résistances aussi à établir et à fabriquer sa page web pour pouvoir vendre sur Internet, par exemple. C'est ce qu'on va appeler des résistances quotidiennes. Donc, on va dire, nous avons a priori une résistance au changement. D'accord ? Donc, c'est avec ces trois... bonsoir Omaïma, avec ces trois exemples, il nous montre un petit peu, il nous parle de nous tous. À chaque fois que nous avons un changement à faire, il y a une opposition face à ce changement. Et donc dès le départ, Freud il va nous dire que ce changement, on a cette tendance on dit que c'est une résistance constitutive, c'est-à-dire à laquelle on ne peut pas échapper. D'accord ? C'est une résistance constitutive dans le sens où ça va demander à notre appareil psychique un travail, qu'il y a une dépense psychique nécessaire face au nouveau, c'est-à-dire pour transformer le nouveau en quelque chose, pour s'approprier, on va dire. Pour s'approprier du nouveau, il y a un travail psychique à faire, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qu'on va devoir déplacer d'un endroit à un autre pour pouvoir le mettre là, dans la nouveauté, et pour qu'elle puisse faire partie
on va dire, de notre vie, que ça devienne une réalité. Donc c'est cette première résistance dont il va nous parler, qui est une résistance constitutive. Je m'oppose au nouveau, à la nouveauté, parce que l'accepter m'oblige à un travail psychique que je ne suis pas toujours disposée à réaliser. Après, c'est toujours selon aussi, on va voir après que c'est pas seulement la nouveauté, sinon que c'est aussi dans quel but je vais l'accepter ou dans quel but je vais le refuser. Hein, ça va rentrer aussi en jeu, on va dire, les bénéfices ou les inconvénients qui vont surgir face à cette modification. Donc il y a toujours, bonsoir Hamza, donc il y a toujours, bonsoir Dorian, il y a toujours une opposition, un frein, une résistance à toute nouveauté, au niveau qui demande un changement, et bonsoir Clément, et qui nous ouvre de nouvelles perspectives à une nouvelle réalité. Donc bonsoir Nadir, d'accord? Donc nous sommes en train de voir aujourd'hui, pour nous introduire dans le champ de la psychanalyse, et nous nous approchons en fait de ce texte de Freud qui s'appelle « Les résistances à la psychanalyse ». Donc, et Freud il va nous dire que nous devons savoir, et ça c'est important, c'est que l'être humain en général, non pas en général, l'être humain de façon générale, pour tout le monde c'est la même chose, l'être humain n'abandonne jamais, non, une place, une disposition psychique qui lui a, à un moment donné de son existence, donné du plaisir, qui lui a permis de jouir de quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir y renoncer, il va vouloir le maintenir. Alors ce qui se passe, la possibilité, par exemple, on va dire, dans bonsoir Irène, bonsoir Rokia, la possibilité c'est que cette... non, quand on parlait dans les autres cours de la sexualité infantile, on disait que la découverte des premiers plaisirs chez le bébé, c'était quand il suçait le sein de la mère et qu'il pouvait prendre le lait chaud de la maman. On va dire que non, que cette première succion, cette habitude en plus de suctionner, d'apprendre à utiliser la bouche, non, on dit que c'est le sein qui va fabriquer la bouche de l'enfant, ou le biberon, et qui va fabriquer la bouche, et ce plaisir de la bouche, l'être humain, il ne va jamais plus l'abandonner. Bien sûr, après, il va le remplacer, il ne va pas toujours aller chercher le lait chaud du sein de la mère, sinon qu'après, il va apprendre à sucer d'autres choses, après il va apprendre à manger d'autres choses, non? On dit que manger est l'un des plus grands plaisirs de la vie. Ben, c'est cette substitution, c'est-à-dire que l'être humain, il ne renonce pas. Cette pulsion orale qui nous a donné au départ du plaisir, nous allons chercher cette satisfaction dans une autre, nous allons transformer, d'accord? Simona, bonsoir. Donc, cette difficulté, c'est que l'être humain, il est capable de jouir de ce qui lui fait du bien, mais aussi de ce qui lui fait du mal. Et quand on dit qu'il est capable d'en jouir, rappelez-vous qu'on avait dit que la psychanalyse, elle ouvre ce champ, ce nouveau champ, qui va nous montrer que notre appareil psychique, c'est une manière, c'est une énergie psychique qui a une manière de circuler dans l'appareil, on va dire, et dont on n'a pas connaissance, que notre conscience n'a pas connaissance de ce qui se passe dans notre appareil psychique. Que pour découvrir comment fonctionne notre appareil psychique, il faut avoir accès à la théorie psychanalytique qui va nous expliquer comment fonctionne cet appareil psychique. Donc quand on parle de satisfaction, on parle d'une satisfaction psychique, d'accord? Et que l'être humain, par exemple le patient qui se présente au cabinet, il se présente avec un symptôme, non? Un symptôme qu'il dit vouloir éliminer parce que c'est plus possible de vivre avec ça. Donc effectivement, on va l'écouter, mais on va voir que ce symptôme, donc en général, ce sont des symptômes qui peuvent s'éliminer assez rapidement avec l'instrument psychanalytique,
Mais ce qu'on va voir, c'est que même quand le sujet a la possibilité de modifier, de changer, d'abandonner son symptôme, il a des difficultés à l'abandonner, même quand il voit que, je veux dire quand il voit, c'est pas une question de conscience, sinon quand cette énergie peut occuper quelque chose d'autre. D'accord? Donc c'est-à-dire que même quand il y a quelque chose qui va pouvoir substituer ce qui me donnait plaisir, ce qui me permettait de jouir, je vais y penser à deux fois. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire que ce qui nous arrive dans notre vie psychique, c'est qu'il y a un frein au développement parce que nous devons abandonner des liens libidineux qui se sont installés dans une certaine position et que nous devons retirer de cette position pour les mettre ailleurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la capacité de substitution de notre appareil psychique. D'ailleurs, c'est une capacité que quand on se psychanalyse, on apprend à pouvoir l'utiliser et ça nous permet, on va dire, d'être plus rapide dans les changements, Donc Freud, il va nous parler, il va nous dire que dans ses résistances à la psychanalyse, il y a premièrement le monde scientifique, non, à l'époque de Freud, donc en 1900, au début du siècle passé, du siècle passé, et l'esprit scientifique, il dit, on pourrait penser que il ne devrait pas craindre, non, la nouveauté, que nous savons que la science est éternellement incomplète et insuffisante, et donc que la science devrait être portée à chercher et à toujours vouloir découvrir et interpréter les nouveautés. Et pourtant, la science aussi, elle a des difficultés à accepter la nouveauté. Non? Et donc on va voir que cette difficulté donc, qui est en chacun de nous, d'accepter la nouveauté, elle existe aussi dans l'esprit scientifique. C'est-à-dire que l'esprit scientifique va aussi mettre un certain temps avant d'accepter la nouveauté. Et donc nous l'avons vu par exemple avec Galiléo, nous l'avons vu avec Pasteur quand il a découvert que ces petites choses qu'on ne pouvait pas voir pouvaient provoquer des maladies et qu'on a mis un certain temps avant d'accepter cette nouveauté. Et il y en a beaucoup d'autres. D'accord? C'est-à-dire que toutes les nouveautés, nous pouvons le voir dans notre vie quotidienne. Non? Dès qu'il y a une nouveauté technologique qui sort, il y a les amoureux de la technologie qui vont l'acheter tout de suite. Et puis il y a ceux qui disent non, moi pas tout de suite, non, moi pas question, je ne vais pas l'utiliser, etc. D'accord? Donc, et d'un autre côté, donc il existe cette surprenante contradiction où justement il y a en chacun de nous aussi cette soif d'apprendre, non? Là, nous sommes 49 personnes à vouloir écouter quelque chose, on peut imaginer, de différent. Donc nous avons une soif continue de nouveauté, une soif continue de savoir, c'est-à-dire quelque chose qui nous met en action, non? Que ce soit dans notre vie individuelle, que ce soit dans le champ scientifique ou que ce soit dans notre vie professionnelle. Et donc c'est cette contradiction qui se joue en chacun de nous. Donc Freud va nous parler, il va nous dire que dès le début, dès les premières découvertes de la psychanalyse, elles ont été très mal accueillies. Freud dit dès les travaux de Freud et de Joseph Breuer, et sur l'origine des symptômes nerveux, ils disent, au départ, Freud il a commencé à travailler donc avec Breuer pour essayer de trouver une thérapie qui pourrait éliminer en fait tous ces symptômes, principalement ces symptômes hystériques dont souffraient les patientes, bonsoir Rose, donc souffraient les patientes de Breuer. Et en fait, il s'est rendu compte que son travail, sa découverte, c'est-à-dire le travail qu'il a fait, ces années d'écoute des patients, Freud, il écoutait les patients pendant la journée et le soir, il allait écrire ses conclusions, ses cas cliniques.
Et donc, au bout de nombreuses années, ce qu'il a réussi en fait à présenter, c'est quelque chose qui va bien au-delà d'une thérapie, c'est-à-dire qu'il a présenté un nouveau domaine dans les sciences psychologiques. C'est-à-dire qu'il a présenté notre appareil psychique. C'est ce qu'il va nous présenter dans l'interprétation des rêves. Le premier texte, on va dire que c'est le texte qui inaugure la science psychanalytique. Et donc, il dit qu'au départ, personne ne disait rien, mais que tout d'un coup, au bout de 10 ans, il commençait à avoir un intérêt général. Et il dit qu'il y a une tempête de réfutation indignée qui se déchaîna contre ses productions, donc ses publications, et contre la nouveauté que présentait la psychanalyse. Bonsoir, Dos. Et il dit que cette effusion contre la psychanalyse, elle n'est pas terminée. Non, elle existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez voir dans les publications sur Facebook, la psychanalyse, ce n'est pas une science, avec, je ne sais pas, ils envoient plein de messages pour dire que, avec une effusion, où on voit une effusion exagérée. Une effusion exagérée. Mais il dit, Freud, que pourtant, il dit, on peut déjà en prévoir l'issue. C'est-à-dire que les adversaires de la psychanalyse n'ont pas réussi à l'étouffer, qu'elle est toujours là. C'est-à-dire, et que cette lutte qui existe en chacun de nous et qui existe aussi à l'extérieur, dont souffre le nouveau, ne peut cependant pas empêcher l'influence de la nouveauté, l'influence de la découverte. Donc on va voir qu'une des principales raisons, donc on disait qu'il y avait cette résistance constitutive, et d'un autre côté, il y a une autre raison qui est très forte, c'est la rigidité de notre idéologie, ou on va dire directement la rigidité de l'idéologie. L'idéologie, c'est notre manière de vivre. C'est notre manière de penser le travail, de penser l'amour, de penser les vacances, de penser les relations, la liberté. D'accord ? Toutes ces idées, ce sont des idées qui sont en général inculquées, donc on va dire qu'on les apprend dès notre plus jeune âge, et c'est l'idéologie qui nous est transmise, d'accord, de façon inconsciente. C'est-à-dire que notre idéologie est et fonctionne en nous de manière inconsciente. C'est-à-dire que nous ne savons pas exactement comment nous pensons l'amour, comment nous pensons la liberté, comment nous pensons les relations, sinon que nous les vivons comme nous les pensons. Donc on va dire, dans le résultat, on peut voir un petit peu comment nous pensons. Celui qui traîne les pieds tous les lundis parce qu'il doit aller travailler, on voit sa manière de penser, on va dire, le travail. Par exemple. Donc, et cette idéologie, on dit qu'elle est rigide parce qu'en fait, elle est bâtie sur ce que, plus quotidiennement, on appelle aussi les préjugés. Et les préjugés, en général, ils peuvent être donc découverts en psychanalyse. Et je dis découverts dans le sens où, en fait, on en souffre sans s'en rendre compte. On ne sait même pas que c'est des préjugés. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait, qu'on répète, qui sont soutenues par un préjugé. D'accord ? Qu'on ne connaît pas. Donc, face à cette ambiance si négative, cet entourage si négatif que la psychanalyse a dû supporter, donc Freud, il a dû la supporter face, on va dire, à la communauté scientifique qui refusait complètement cette nouvelle conception de la psychanalyse qui présentait l'importance de la sexualité chez l'être humain. Et donc, et quand on parle de l'importance de la sexualité, c'est-à-dire que nous sommes une race, on va dire, une race animale qui vient de la reproduction, que nous venons de la reproduction et que cette situation, c'est ce qui va, d'une certaine façon, nous rendre sexuels. Nous sommes des êtres sexués, sexuels et sexués, c'est-à-dire que nous allons aborder et apprendre, appréhender le monde par rapport, à travers notre situation de sexué, à travers notre sexualité. Et donc ça, la science, la médecine a toujours refusé de vouloir
reconnaître cette importance. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut voir, et ça c'est très intéressant, c'est que ni la logique, ni la raison qu'on utilise comme excuse pour lutter contre la nouveauté qu'il nous propose, non, n'a servi, ne sert au progrès de l'humanité. Ni la raison, ni la logique sont pour ou travaillent en direction du progrès et en direction du développement de l'humanité, non? Et c'est-à-dire que ces processus psychiques, la nouvelle conception que les processus psychiques qui sont responsables de notre vie, donc on voit d'un côté nous avons une surdétermination inconsciente infantile, et d'une autre côté nous avons une surdétermination inconsciente idéologique et sociale. Et c'est-à-dire que ces processus inconscients, on a la possibilité, grâce à la psychanalyse, de pouvoir les lire, de pouvoir faire une lecture, de pouvoir les interpréter. D'accord ? Et donc, c'est ce qui pourrait inclure dans chaque sujet la possibilité du changement. Parce qu'il y a un changement, on va dire, qui est conscient, voilà, je vais changer de maison, un changement qui est conscient, qui est au niveau de la conscience, je vais commencer à changer d'attitude, je vais être plus gentil avec lui, avec elle, etc. Mais ça, c'est on va dire, un endoctrinement, non, à partir de la conscience. Il ne s'agit pas d'une modification, on va dire, de l'énergie libidinale de notre appareil psychique. C'est ce dont il s'agit en psychanalyse, de pouvoir libérer cette énergie. Pour qu'elle puisse quoi ? Être utilisée dans la réalité. Parce que si mon énergie elle est utilisée à fantasmer toute la journée, après je suis fatiguée et j'ai rien fait de la journée, d'accord ? Mais j'ai fantasmé. Donc toute mon énergie physique, psychique, elle a été utilisée à ça. Et donc, on va voir que, après Freud, il va dire aussi que la philosophie non plus, elle n'a pas voulu s'occuper de la psychanalyse. C'est-à-dire que la philosophie, elle s'en est rapprochée, puisqu'elle travaille avec des concepts un peu plus abstraits, non, que la médecine, qui a un champ d'action beaucoup plus concret, tandis que la philosophie, comme elle avait des concepts plus abstraits, on pouvait penser qu'elle allait s'intéresser beaucoup plus et accepter beaucoup plus les découvertes que lui présentait la psychanalyse. Mais non, pas non plus. C'est-à-dire qu'ils ont continué, la philosophie en général, on va dire qu'elle tombe dans l'erreur de ne pas accepter qu'il y a un inconscient. Et quand on parle d'inconscient en psychanalyse, on parle d'un inconscient dont on ne saura jamais rien. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'on pourra savoir quelque chose que le patient dans sa psychanalyse, grâce à l'interprétation, mais sinon, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir accès à l'inconscient, seulement par l'interprétation. Et l'interprétation, c'est un moment, c'est une phrase. Parfois, c'est d'accord ? C'est-à-dire que c'est un instant l'interprétation, et ça disparaît. On dit que l'inconscient, c'est une énergie qui cherche toujours à s'exprimer. Et une fois qu'elle sort, l'inconscient s'ouvre et se referme. Il s'ouvre comment ? Il s'ouvre avec le lapsus, avec l'oubli, avec le symptôme. Il s'exprime, d'accord ? Et avec les rêves. Donc c'est par là qu'il va s'ouvrir, c'est par là qu'il va s'exprimer, mais s'il n'y a pas une interprétation, au niveau de la conscience, ça reste complètement déformé. Ce qui arrive dans la conscience, c'est le résultat de tout le travail de l'appareil psychique. Donc notre résultat, c'est quelque chose qui ne fait pas, on ne peut pas voir. Il faut interpréter le travail qui a été réalisé par l'appareil psychique pour savoir ce dont il s'agit. Donc la philosophie, elle en est restée au stade de la conscience. Et elle a beaucoup de difficultés à renoncer à cette place qu'elle a toujours donnée donc à la conscience et qu'elle veut toujours donner à la conscience. Bon. Mais Freud, il dit, mais de toute façon, même si la médecine s'est opposée à la psychanalyse, on parle de façon générale, je sais qu'il y a des médecins qui sont capables
de recommander à certains patients une psychanalyse, etc. Mais on va parler de façon générale. Hein. Donc, et en fait, il a dit que, donc lui, il dit que de toute façon, même si la médecine s'oppose à la psychanalyse, même si la philosophie n'accepte pas ce concept d'inconscient dont elle n'a pas accès, et elle dit, qui est difficile à comprendre, il dit, c'est les éclats d'indignation, de raillerie, de mépris. C'est-à-dire qu'il dit, on en oublie toutes les règles de la logique et du goût de la polémique. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est avec un bâton taper dessus et vouloir l'éliminer. Non ? Et donc il dit, pareille réaction nous fait supposer que la psychanalyse n'a pas mis en jeu que des résistances intellectuelles, mais aussi des forces affectives. Et à dire vrai, le contenu de cette science justifie, il dit Freud, semblable effet sur les passions de tous les êtres humains, et non seulement les savants. C'est-à-dire que la psychanalyse, elle parle de notre vérité humaine. Donc, elle nous intéresse tous. Nous sommes tous intéressés par la psychanalyse, même ceux qui sont contre. Et eux aussi, c'est une autre façon de s'intéresser. D'accord ? C'est une autre façon d'être en relation avec la psychanalyse. Il y a ceux qui se présentent comme les grands amoureux de la psychanalyse et d'autres qui disent non, qui vont lui taper dedans, on va dire. Des deux côtés, ils sont en relation avec la psychanalyse et ils s'intéressent à la psychanalyse. Non ? Donc, on avait vu que la résistance fait partie, non ? Parce que d'un côté, donc, il y a la médecine qui s'y oppose, la philosophie qui s'y oppose, mais il dit mais que de toute façon, la résistance, c'est une partie importante de tout processus psychanalytique. C'est-à-dire qu'il y a une lutte contre la maladie, et en fait, cette maladie, elle va s'unir avec le propre sujet elle va se l'approprier comme si d'un élément de sa personnalité il s'agissait pour lutter contre le traitement, pour lutter contre les bienfaits du traitement psychanalytique. C'est-à-dire que c'est ce même patient qui va se défendre avec de multiples possibilités, il y a entre celui qui ne se présente pas à sa séance, celui qui change les horaires constamment, celui qui dit qu'il ne peut plus payer, celui qui ne paye pas, non ? C'est-à-dire que celui qui arrive en retard, il y a celui qui ne parle pas, il y a Freud, il va nous dire que tout ce qui vient interrompre le travail du traitement, de la psychanalyse, c'est une résistance. Ah non, je ne peux pas venir, c'est un embouteillage. Résistance. D'accord ? Ne nous laissons pas tromper. Bonsoir Annie Deschamps. D'accord ? C'est-à-dire que c'est toujours une résistance au traitement. Et donc on va voir pourquoi. D'accord ? C'est-à-dire que le traitement, qu'est-ce qu'il propose ? Pourquoi il se défend autant, le patient, non, du traitement ? Qu'est-ce qu'on va lui faire ? Si c'est simplement une conversation, si c'est simplement la possibilité de venir parler. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi il y a autant de résistance si ce dont il s'agit, c'est de la proposition de venir et de parler. Et d'apprendre à utiliser ces mots qui sont à notre disposition, d'apprendre à utiliser cet instrument qui est la parole pour apprendre à voler, à dire n'importe quoi, à critiquer les autres, à exprimer des sentiments qu'on n'a pas l'habitude d'exprimer. C'est-à-dire que c'est un espace-temps où nous devons la possibilité d'apprendre quelque chose de la liberté. Parce que la seule liberté de l'être humain, c'est la possibilité de parler et de dire, non pas ce qu'il pense, parce que ça c'est ce qu'il fait dehors, mais sinon dans le cadre psychanalytique, d'apprendre à exprimer sans avoir de morale. C'est-à-dire sans dire, non, ça je ne peux pas le dire parce que on va me critiquer. Non, tout ce carcan d'interdiction qui nous entoure dans notre vie quotidienne, dans la psychanalyse, on ne l'a pas. C'est-à-dire que nous pouvons apprendre à occuper de nouveaux terrains, d'accord, grâce à la parole. Et ça, c'est une des premières méthodes qui va permettre une libération de cette énergie.
hein, parce qu'en fait, ce qui va nous expliquer Freud, c'est que notre morale, parce qu'il va faire référence énormément à notre morale, c'est-à-dire c'est notre morale qui va participer, on va dire, à cette répression. Ah non, ça, on ne peut pas. Ah non, ça, ne le dis pas. Ah non, ça, ne le fais pas. Et donc, toutes ces interdictions qu'on se propose à soi-même, ah ben c'est bien, c'est mal, je peux le faire, je peux pas le faire, mais regardez ce que je pense, hein, que j'ai pensé à ça. Non, c'est-à-dire qu'on réprime énormément même pas des actes, on réprime des idées. On ne se permet pas de penser certaines choses. Et ça, c'est toute une énergie qui, quand elle est réprimée, parce que très souvent, on ne sait même pas qu'elle est réprimée, parce qu'il y a la répression consciente. On sait que ça, on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas en parler, comme ça, on n'en parle pas là. Mais après, il y a la répression dont on ne sait pas, toute une partie de nous-mêmes que nous ne connaissons pas parce que nous ne connaissons pas son existence. Et ça, pour maintenir donc toute cette partie constamment réprimée, bah, c'est une énergie qui est utilisée pour maintenir la répression. D'accord? Donc cette répression qui fonctionne pour maintenir ce que je ne veux pas savoir de moi-même, cette petite vérité qui vient me définir, ou qui vient parler de moi, mais pas me définir comme moi, parce que moi je m'appelle Clémence, et donc on va dire c'est une définition. Non, non, comme être humain, cette petite vérité humaine qui est pareille pour tout le monde et que j'ai des difficultés à accepter. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je la réprime. Je ne veux pas le savoir. D'accord? Bonsoir Fatima, bonsoir Franz. D'accord? Et donc ça, c'est une énergie qui est utilisée. Utilisée à quoi? À réprimer. Pourquoi? Parce que ça procurerait un déplaisir pour la conscience. Et la conscience, elle ne veut pas de déplaisir. On parle toujours de sentiments inconscients. On parle de notre appareil psychique, parce que des déplaisirs dans notre vie quotidienne, on en a plein. Et on a une grande capacité d'adaptation. Mais dans l'appareil psychique, ça fonctionne d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il y a toujours besoin, quand il y a une augmentation de la tension psychique, on a besoin d'une décharge. Et quand l'appareil psychique est au plus bas, c'est là où nous sommes dans une situation qu'on va dire du principe de plaisir. Et dès qu'il y a une augmentation de la tension dans l'appareil, non, il y a la nécessité d'une décharge. Et quand il y a la décharge qui veut se faire et qu'il y a la répression qui dit réprime, où s'en va cette énergie? Parce que cette énergie, elle ne disparaît pas. Cet inconscient, il continue à vouloir s'exprimer, même si on lui embarre la route. Et donc, il va trouver ses moyens pour s'exprimer. Mais ce qui se passe, et pour continuer donc avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que ces barrières donc qui existent, eh ben c'est ce qui va justement, parce qu'on va dire que la résistance, c'est l'effet de la répression. Donc Freud va nous dire, au plus le patient quand il va présenter par exemple différents types de résistance, il ne va pas assister, il dit qu'il a des difficultés économiques pour pouvoir payer, ou il va retarder le paiement, ou il va arriver en retard, ou, non, toutes ces choses, oui, oh j'ai rien à dire aujourd'hui, non, j'ai rien à dire. Par exemple, d'accord, tout ça ce sont des résistances qui sont déterminées par la répression, c'est la répression qui va provoquer ces résistances. C'est pour ça que ce n'est pas l'embouteillage qui lui a pas permis d'arriver à l'heure. Sinon, encore qu'aujourd'hui, comme on fait tout en ligne, on a moins de problèmes d'embouteillage. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qui apparemment était en relation avec la réalité, d'accord, celui qui veut arriver à l'heure à sa séance, il arrive à l'heure à sa séance. D'accord? Donc, on va dire qu'il y a toujours une résistance. Et pourquoi? Donc c'est parce qu'il y a toujours répression. Et alors, ce n'est pas quelque chose de mal, ce n'est pas que la répression c'est un élément qu'il faudrait éliminer. Non, si on élimine la répression, non, en plus ce n'est pas possible parce que ça fait partie, c'est un élément, c'est un mécanisme de notre appareil psychique. Donc on ne peut pas l'éliminer. Elle va toujours fonctionner, la répression. Et elle donc va toujours produire des résistances. Et tous les patients vont s'opposer au traitement. Donc c'est quelque chose, on va dire, qui est constitutif, qui est normal, qui fait partie du processus. Donc il y a pas de, on ne doit même pas le souligner aux patients.
Le psychanalyste, il l'écoute, mais pas le souligner. En plus, ce qu'il va nous dire, c'est que ces résistances, elles nous montrent le chemin. Les résistances, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on se rapproche de cette partie réprimée dont le sujet ne veut rien savoir. On s'en rapproche, le sujet ne veut rien savoir, donc il ferme les portes, et non, ne viens pas, ne viens pas. Donc, nous devons savoir que le patient, il va trébucher, y trébucher, y trébucher, y trébucher. Et que ça ne sert à rien non plus de le lui dire. Attention, vous savez, vous allez trébucher beaucoup avant de... Ça ne sert à rien, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas le contrôler. Parce que ce n'est pas lui qui décide. Parce que c'est un mécanisme de l'inconscient. Donc lui aussi, il va devoir apprendre à tolérer. À tolérer que ce qu'il dit vouloir, il y a une partie de lui qui n'en veut pas. Que ce bien-être qu'il dit vouloir, il y a une partie de lui qui trébuche et qui ne lui permet pas d'avoir accès. C'est pour ça qu'on va dire que dans ce traitement, on appelle traitement, mais en fait cette pratique psychanalytique, ce qui est important, c'est la relation analytique. C'est-à-dire que c'est cette relation qui doit s'établir pour que petit à petit, le sujet se permettre, accepte. Non, parce que je fais 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Tout d'un coup, je fais 3 pas en avant, 4 en arrière. D'accord? C'est-à-dire que, mais tout va se jouer sur cette relation psychanalytique, cette relation entre le psychanalyste et le patient. Non? Cette relation du transfert. Et donc, on va dire c'est grâce, parce que la psychanalyse, c'est quelque chose de très complexe, donc on va dire que c'est grâce et à cause du transfert que le traitement va continuer. Donc, c'est passionnant, n'est-ce pas? Donc on va dire que le patient, que sa raison va servir à rien, qu'on lui dise qu'il va s'opposer à son bien-être lui-même. Bon, c'est tout. Il va devoir apprendre à le tolérer. Et c'est de ça, en plus, ce dont il s'agit, une des choses qu'il s'agit dans le traitement, apprendre à tolérer qu'il y a quelque chose que je ne contrôle pas, qu'il y a un travail à faire, qui est de longue durée, un travail à faire. Pourquoi? Pour libérer cette énergie. Et donc Freud, il va nous dire que nous pouvons le voir très clairement et que nous le voyons, les praticiens dans les cabinets ou maintenant en ligne, non? D'ailleurs, il y a beaucoup j'en profite pour faire une petite incartade avec ces professionnels qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec les psychanalystes qui continuent en ligne, alors que la psychanalyse, c'est parler, d'accord? Donc, c'est parler. Et c'est parler et apprendre à parler pour modifier, on va dire, pour modifier notre façon de parler, pour modifier notre façon d'être en relation avec notre psychanalyste aussi. Non? Parce que notre psychanalyste, chacun va fabriquer son psychanalyste. Non, c'est pas qu'il y a un psychanalyste qui s'appelle Poum 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 et que donc moi je vais voir ce psychanalyste-là. Non, moi je vais devoir fabriquer mon propre psychanalyste. D'accord? Celui, que je vais accepter, grâce à qui je vais accepter de pouvoir me modifier. Non? Donc il va nous parler, par exemple, Freud, de ce qu'on voit clairement, c'est la réaction thérapeutique négative. Non? Et il dit que ça c'est tout à fait clair, où on voit qui va nous montrer comment cette résistance est toujours en jeu. Il dit quand on va dire au patient, tout d'un coup, on voit que vous allez mieux, que votre psychanalyse produit des effets, vous allez mieux. La séance suivante, il est pire qu'au début. Il revient avec tous ses symptômes. Et tout d'un coup, il revient, c'est le drame complet, comme s'il n'y avait eu aucun travail qui n'avait été réalisé. Et donc Freud, il dit, comment est-ce possible que tout d'un coup, quand ça va mieux, que réapparaissent tous les symptômes du passé, qu'il présente un drame, que rien ne va, etc. Il dit, comment c'est possible? Et en fait, il va nous expliquer que nous avons, encore une fois,
d'une position inconsciente, un sentiment de culpabilité inconscient qui a un rôle très important donc dans cette possibilité de transformation, où on va dire, où le sujet même est capable de se punir pour éviter le bien-être et le nouveau développement que lui offre le travail psychanalytique. C'est-à-dire qu'il va se boycotter lui-même. Bon, c'est plus que Sylvie dit, ils sont rétifs au changement. Non, il s'y oppose fermement. D'accord? Il s'y oppose fermement. Donc, et on va voir, et pourquoi? Parce que l'être humain, il a l'habitude de souffrir. Nous devons savoir que nous avons été éduqués, formés pour apprendre à lutter contre ce qui nous fait du mal. Mais on ne nous a pas appris à apprendre à accepter le bien, à accepter ce qui nous fait du bien, à accepter le bonheur. Et on peut le voir d'une façon tout à fait simple. Quand on est content, quand on est heureux, toujours on imagine, oh, il y a quelque chose qui va m'arriver parce que ça, c'est pas possible, je suis trop content. D'accord? C'est-à-dire que, en général, face au bonheur, on se transforme rapidement et on retombe dans les problèmes. Alors que, face à la souffrance, on a une capacité de supporter une quantité de souffrance, d'accord, des vies qui la souffrance attaque de partout, et une capacité dans le sens où il ne transforme pas. Freud dit qu'il y a des patients qui arrivent à la psychanalyse, qui font toc toc, j'en peux plus, quand ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au maximum de leur capacité de résistance à la souffrance. Alors là, du coup, ils font toc-toc et ils arrivent. Et d'ailleurs, très rapidement, ils se libèrent parce que ils avaient besoin d'aide, mais c'était le moment. D'accord? Après, ça ne veut pas dire que c'est gagné. Non? On va continuer pour abandonner ce besoin de souffrir. Abandonner cet ami qui est notre ami la souffrance. D'accord? Donc, on va voir que notre constitution, on va dire notre constitution, notre préparation, notre éducation, non, le privilège, je veux dire pour ceux qui travaillent, pour ceux qui en pleine pandémie, comme nous sommes, non, qui va provoquer des désastres partout dans le monde, les personnes qui arrivent à avoir une certaine, qui continuent à travailler, qui continuent à être en relation avec d'autres personnes, qui continuent leurs activités, ce sont des gens privilégiés. Il faut accepter ce privilège de dire, moi je continue, non, malgré le désastre mondial qui est en train de se produire, moi j'arrive, non, c'est pour ça qu'on voit que la psychanalyse, c'est vraiment un instrument indispensable, et encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Pour pouvoir tolérer le bien, apprendre à tolérer le bien. D'accord? Et donc, Freud dit, ça c'est un autre aspect qui touche l'être humain. D'accord? Tiens, vous voilà vous, Toufik, vous voilà vous. Donc, il va nous dire une chose très intéressante aussi. Freud, il dit que les deux bases de la culture humaine, non, sont la maîtrise des forces naturelles, de la nature, et d'un autre côté, la répression de nos pulsions. Parce que bien sûr, l'éducation du petit enfant, c'est ne touche pas, fais pas ci, te touche pas, fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, non? Donc pourquoi? Pour réprimer. Dès le plus jeune âge, on le réprime, on le réprime, on le réprime, on le réprime. Pourquoi? Pour qu'il puisse vivre avec les autres. Prête ton jouet, fais un bisou à machin, non, pour lui montrer que il doit apprendre à vivre avec les autres. Donc pour pouvoir vivre avec les autres, il doit réprimer ses propres pulsions. Et donc Freud, il va nous dire que le trône de la souveraine, la culture, est supporté par des esclaves enchaînés, c'est-à-dire par nous qui souffrons cette idéologie, qui souffrons, non, c'est cette répression de toutes nos pulsions, d'accord? Et il dit donc toutes ces impulsions sexuelles qui sont donc réprimées. Bienvenue Toufik, bienvenue. Donc la culture, elle imagine, non, avec la psychanalyse qui s'est présentée, la culture, elle imagine que si on note les chaînes de ces pulsions sexuelles, que tout va être renversé.
d'accord? C'est-à-dire qu'il ne va plus rien rester, que la société va disparaître. Et effectivement, c'est ce qui se passerait si c'était possible de faire telle chose, d'accord? Mais que la société, ce que Freud se pose la question, il se dit pourquoi la société ne tolère même pas qu'on en parle? Pourquoi ce silence? En quoi la discussion peut-elle nous nuire? Et il vient nous dire, non? Parce qu'en fait, il dit que la psychanalyse n'a jamais prétendu, bien évidemment, de libérer toutes les chaînes, sinon que la psychanalyse est un instrument qui va nous apprendre à pouvoir mieux vivre avec les autres, d'accord? À pouvoir mieux vivre avec les autres, à pouvoir s'inclure dans une communauté. Mais ça, la société ne veut rien savoir. Elle préfère ne pas provoquer, quand je dis la société, je dis les États, non? C'est-à-dire que ne pas entendre parler de la découverte psychanalytique parce qu'elle dit elle n'a pas la conscience tranquille. Parce que la psychanalyse, c'est un instrument qui vient dénoncer, comme vient de le faire Freud, en nous traitant à tous d'esclaves enchaînés. D'accord, qui travaillons tous pour cette société réprimée et que nous-mêmes, nous sommes des éléments répresseurs de cette société. Donc, il va nous dire que la culture, donc, elle a commencé par poser un idéal de très haute moralité, non? Donc les petits-enfants, on leur a donné des ambitions, on leur a fait croire. Non, Freud, il dit qu'on nous éduque, on nous éduque si mal que c'est comme si on nous envoyait tout nus au pôle Nord. C'est-à-dire qu'on ne nous donne aucun instrument, ou que tous les instruments qu'on nous donne ne sont absolument pas utiles pour pouvoir vivre les uns avec les autres, pour pouvoir supporter son propre bonheur et le bonheur des autres. Parce que ce ne serait pas de ça dont il s'agirait, de pouvoir supporter son propre bonheur, d'être heureux de vivre en heureux. Et quand on parle d'heureux, c'est pas dire je suis bien, je vais bien. D'accord? Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est je ne souffre pas, il n'y a pas de mort autour de moi. Ça, c'est une autre chose. Être heureux, c'est être content de la vie qu'on fait. C'est-à-dire que c'est un état qui peut être permanent. C'est pas des moments comme ça où je suis heureux parce que tout d'un coup, il y a une réunion d'amis où je me suis senti bien. Non, le bonheur, c'est je suis heureux de la vie que je suis en train de faire. D'accord? Donc, de temps en temps, il peut y avoir, non, des hauts et des bas. Je veux dire, mais c'est je suis heureuse. Moi, par exemple, je suis heureuse, non? Et on va dire, avec la vie que je réalise. Et donc, il dit que nous avons donc dans cette culture une haute moralité, la moralité, non, étant la répression des pulsions sexuelles, et qu'elle a exigé donc à tous ses membres de réaliser cet idéal, sans s'inquiéter de ce que cette obéissance pouvait coûter aux individus. Et le problème, c'est que cette culture, elle n'est ni assez riche, ni assez bien organisée pour pouvoir nous offrir un dédommagement, pour qu'on accepte cette rénonciation. D'accord? Oui, Toufik, le monde a besoin de psychanalyse, surtout dans cette période. D'accord? C'est-à-dire que quand on voit comment les États organisent, non, notre vie, bien sûr qu'on n'est pas content. On n'est pas content. D'accord? C'est-à-dire que la civilisation, elle entretient un état d'hypocrisie qui s'accompagne forcément d'un sentiment d'incertitude et de besoin de protéger son indéniable instabilité par l'interdiction de toute critique et de toute discussion. D'accord? Même si on en voit sur Facebook qui critiquent, non, mais ça c'est, je veux dire, une critique constructive, une critique qui va, non, pouvoir, une critique constructive, c'est quoi? C'est une critique qui va me transformer. D'accord? Parce que la première critique que je dois faire, je dois commencer par moi. Parce que Freud, il va dire aussi que non seulement les résistances donc appartiennent aux patients, aux médecins, aux philosophes, mais qu'elle appartient aussi aux psychanalystes même. C'est-à-dire que cette résistance qui est constitutive, elle est constitutive aussi pour les psychanalystes. Ce n'est pas parce qu'on se forme comme psychanalyste qu'on dit tiens, je n'ai plus de résistance. Que les pratiquants de la psychanalyse aussi, non, souffrent de résistance. Et donc, on va voir, et c'est pour ça que le psychanalyste va lui aussi devoir apprendre,
à accepter, non, ces mécanismes psychiques, que lui non plus, il ne peut pas intervenir sur son inconscient. C'est pour ça qu'on demande aux psychanalystes, aux professionnels, non, dans l'école où moi je me forme, où je continue à me former, comme psychanalyse, l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero, la psychanalyse du psychanalyste est obligatoire, 4 séances par semaine. Il participe à plusieurs groupes d'études, de lecture de Freud, Lacan et du directeur de l'école qui est le poète psychanalyste Miguel Oscar Menaza. Il y a des groupes de supervision, il y a une supervision individuelle et en plus nous avons ici la possibilité de nous intéresser fortement à la poésie qui est la véritable histoire des peuples, un instrument de connaissance fabuleux et qui est l'imaginaire universel. Donc nous voyons que le professionnel, lui aussi, il doit bien prendre soin de lui-même, de son professionnel, de lui comme personne et de lui comme professionnel pour pouvoir écouter le patient. Non ? Donc, on va voir que on peut considérer, quelle heure est-il? Bon, il y a quelqu'un, Omaïma, j'ai une question un peu loin du contenu de la vidéo, si vous pouvez me répondre, je serai reconnaissante. C'est quoi la différence entre la dépression chez les névrotiques et celle des psychotiques? Il n'y a pas de dépression, la dépression c'est la dépression. La dépression c'est une mélancolie. Alors, on va dire, c'est une mélancolie, d'accord? C'est la mélancolie, c'est une expression de la mélancolie. Donc, c'est une maladie très grave. Et la mélancolie, et la dépression aussi, évidemment. Donc, et la psychanalyse s'occupe de la mélancolie, d'accord? Parce que c'est encore une question d'énergie, non? C'est-à-dire que c'est comme si l'énergie du mélancolique, elle était restée attachée à un mort, et que ce mort vit en lui. Donc, on peut considérer que le traitement psychanalytique est une deuxième éducation qui va donc nous mettre sur le chemin pour vaincre, non, ces résistances internes. Et donc, pour vaincre ces résistances internes, libérer l'énergie, d'accord, et de pouvoir accepter, parce que ce dont il s'agit, de ces processus, que chacun puisse accepter ses propres processus sans avoir à se cacher, ni à réprimer, ni à résister, accepter ses propres processus et accepter ses propres désirs. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que l'être humain, il ne veut rien savoir de ses propres désirs. Donc, il laisse les désirs, non, c'est l'état qui me dirige. Je suis victime de ce qui se passe de l'extérieur et je ne prends pas, non, je ne suis pas responsable de mes propres désirs. Et d'apprendre à être un sujet désirant, c'est aussi une proposition de la psychanalyse. Cette pandémie a déstabilisé tous les décideurs du monde. Il faut que les peuples agissent pour régler les choses. Toufik. Bon, il faut que chacun s'occupe de soi-même. Commençons chacun par chacun et ce sera déjà une bonne chose. Il faut penser que les États sont très, très puissants, d'accord, et que nous, on ne peut pas grand-chose. N'oublions pas que nous sommes des esclaves enchaînés et donc une des petites chaînes, non, que nous sommes enchaînés par nos relations sociales, nous sommes enchaînés par ce corps qui vieillit, qui nous entraîne et qui va nous entraîner jusqu'à la mort. Je veux dire que nous sommes enchaînés, mais nous pouvons gagner une petite liberté, ne serait-ce que cette liberté, cette véritable liberté d'expression, pas d'insulter les autres ou de dire la liberté d'expression, c'est pouvoir, on va dire, parler de soi, se découvrir, parler de soi avec un peu plus de liberté que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, on va dire que nous venons de voir que les fortes résistances à la psychanalyse ne sont pas de nature intellectuelle, ne vous laissez pas tromper, sinon qu'elles sont d'origine affective, et en plus d'origine affective inconsciente.
Et Freud, il nous dit, cet état de choses est à la fois effrayant et rassurant. C'est une lourde tâche que d'avoir pour patient le genre humain tout entier. D'accord? C'est-à-dire que quand on va analyser un être humain, on analyse, non, par l'intermédiaire de l'un, on analyse de nombreux autres, on va dire. Donc, et que tout le genre humain, d'accord, a besoin de psychanalyse. Donc, je me suis mis, vous avez vu, j'étais un petit peu basse, non? Je vous ai mis en hauteur pour vous parler. Oui, mais ce sont les hommes qui ont créé les États. C'est bien pour ça, c'est nous, effectivement, c'est nous qui les positionnons là. C'est nous qui votons pour ces gens. Donc vous voyez, ce sera par masochisme, Sylvie, ce sera par masochisme, pourquoi? C'est pour ça qu'il faut commencer par nous traiter, nous. Mais de toute façon, sans parler de cette possibilité de changer le monde où on peut imaginer que dans 100 ans, dans 200 ans, la pensée psychanalytique, non, ce sera quelque chose où tout le monde apprendra à l'école qu'il existe l'inconscient. On apprend que la Terre non, tourne autour du Soleil. Je veux dire qu'on devra apprendre peut-être dans 100 ans, 200 ans que l'inconscient existe et c'est lui qui domine notre vie. Donc, voilà, donc très certainement on continuera mardi prochain cette introduction à la psychanalyse. Donc je vous remercie de votre participation. Pour ceux qui sont très intéressés, demain on commence le séminaire de Sigmund Freud. Là par contre c'est en privé, c'est un séminaire avec inscription. Donc vous pouvez écrire sur la page web, il y a les informations. Vous pouvez m'écrire pour avoir plus d'informations. C'est un séminaire, donc c'est un séminaire qui va durer toute l'année, tous les mercredis à 21h. On va se rencontrer pour d'abord voir des textes d'épistémologie pour nous apprendre, on va dire, nous donner des instruments pour apprendre à nous rapprocher des textes de Freud, à mieux comprendre Freud, à mieux comprendre, non, ou à mieux accepter cette découverte freudienne. Et ensuite, nous commencerons la lecture, grâce à ces instruments, la lecture de l'interprétation des rêves, pour bien comprendre comment fonctionne notre appareil psychique. Et après, si nous sommes enthousiasmés, on pourra continuer, d'accord, les années suivantes. Bonsoir Paola, merci à vous. Donc, bonne continuation, bonne soirée à tous. Donc, très certainement, on continue mardi prochain, donc à la même heure, à 21h. Et demain, on commence le séminaire de Sigmund Freud à l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero. Merci Jean-Loup, santé. Bonsoir Martine, merci à vous. Ambre, merci. Donc Clément, merci, merci à vous. Alexandra, bonne soirée, bonne soirée. Oui, merci, c'est très agréable de vous retrouver, vous et Freud bien sûr, effectivement, merci Sylvie. Nadir, merci à vous. Atlan, merci à vous. Bon, on continue donc la fois prochaine. Laurent, bonne continuation. Donc, à la prochaine fois. Et bonne soirée, au revoir.